Italy. Alors, première chose, c'est déjà de savoir sur quel intervalle on va se placer. Bon, tangente, il y a des gros problèmes, hein, donc il faut enlever tout ce qui est de la forme pi sur 2 plus kpi, k variant dans z. Pareil, comme on divise par cosinus, hein, de toute façon, tangente, c'est sinus sur cosinus, donc on a exactement le même problème. Donc, il faut se placer là-dessus. Donc, on est sur une réunion comme ça d'intervalles, etc. La tangente, elle est pi périodique, mais le sinus n'est que 2 pi périodique, cosinus n'est que 2 pi périodique. Donc, on aura une périodicité égale à 2 pi. Donc, vous aurez le point m de t plus 2 pi qui sera égal au point m de t, pour peu que t soit dans l'ensemble de définition. Donc ça veut dire qu'il faut se placer sur un intervalle d'amplitude 2 pi pour étudier la courbe, mais vous avez quand même aussi une symétrie. Donc vous avez x de moins t qui vaut moins x de t, x est clairement impair, alors que y est pair. Donc ça vous donne une symétrie par rapport au y. D'accord, x moins x, et y qui ne bouge pas. Voilà. Et après, il n'y a rien d'autre. Je vous le dis, il n'y a pas d'autre symétrie, j'ai cherché un peu. D'ailleurs, la courbe, bon, bref. Donc, comme on a une symétrie comme ça, donc on avait dit intervalle d'amplitude de 2 pi. La symétrie, on va se placer sur un intervalle d'amplitude pi. Et comme c'est une symétrie en t moins t, hein, notre domaine d'étude, ça sera donc 0 pi sur 2 union pi sur 2 pi. Voilà. Donc, ce n'est pas aussi sympathique que si c'était 0 pi sur 2, mais enfin, c'est comme ça. Voilà. Donc, on se place sur cet intervalle-là. Et là, on dérive. Alors, je n'ai pas dit, les fonctions sont C infini sur l'ensemble de définitions. Et on dérive. Donc, x', alors la dérivée, là, elle n'est pas très compliquée. La dérivée de tangente, je vais l'écrire plutôt sous la forme 1 plus tangente carrée. La dérivée de sinus, cosinus. Y', dérivée de 1 sur cos, c'est, alors, le cos, la dérivée, c'est moins sinus, mais comme c'est du 1 sur cos, c'est moins u', etc. Donc, les deux moins s'en vont. Il me reste sinus t sur cosinus carré. D'accord? C'est bon. Ensuite, à partir de là, je peux facilement trouver le signe de x' et de y'. Il n'y a pas de grosse difficulté. Mais vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses dans cet exercice. Bon, ça, j'efface, c'était mes symétries. Je garde ma dérivée. Donc là, je peux directement faire mon tableau de variation, en fait. Parce que je vous rappelle qu'on est sur, en gros, on est sur 0 pi. Alors évidemment, pi sur 2 ici, ça pose un problème. Mais comme on est sur 0 pi, là, vous avez 1 plus cosinus, tangente carrée qui est positif, et 1 plus cosinus, le cosinus étant toujours plus grand que moins 1, x' il sera toujours positif. Et y' sur 0 pi aussi. Donc en fait, tout va être positif. Donc on n'a vraiment pas un gros problème d'étude des signes. Donc là, on est sur 0 pi. Et on a pi sur 2 au milieu. Alors pi sur 2, oui, par contre, c'est la valeur interdite. Donc x', je vais le mettre en petit parce que je n'ai pas besoin d'avoir quelque chose de très gros. X', x, y'. Donc ça, valeur interdite, etc. Donc si je calcule x' de 0, je trouve 2. Sinon, c'est toujours positif. Et en pi, ça peut être intéressant. En pi, je trouve 0. Voilà. Puis sinon, c'est positif. Donc là, mon x, il va être croissant. Voilà. En 0, x de 0, je le calcule, je trouve 0. Là, à cause de la tangente, ça tend vers l'infini. De l'autre côté, ça va faire moins l'infini. Et là, en 0, on retombe sur 0. Pour y', sinus entre 0 et pi, il est toujours positif. Alors, il s'annule en 0 et il s'annule en pi. Donc là, je m'aperçois quand même qu'il va y avoir un petit souci. J'ai un point
où les deux dérivés s'annulent. Donc, ça va être un point stationnaire. Ce qui n'est pas le cas en 0. En 0, j'ai la dérivée en y qui s'annule, mais pas x'. Ensuite, bon, mon y qui va être croissant. J'ai les mêmes limites ici, plus l'infini, moins l'infini, à cause du cosinus qui est au dénominateur. En 0, mon y il vaut 1, je crois, et en pi, il vaut moins 1. Voilà. Bien. Donc, vous voyez, ça, c'est assez rapide d'obtenir tout ça. Maintenant, ce qui va nous prendre un peu plus de temps, c'est deux choses. Le point stationnaire en pi et les branches infinies. Puisque vous voyez bien que là, il y a x et y qui tendent vers l'infini, donc il va falloir savoir un petit peu ce qui se passe. Bon, mais à part ça, c'est pas très méchant. Donc ce tableau de variation, on le garde en mémoire. Je vais l'effacer ici parce que je n'ai pas le choix. X' et Y', j'en ai plus trop besoin. Donc je vais encore le garder en mémoire. Alors on va commencer peut-être par le point stationnaire. Alors, donc t égale pi, on a un point stationnaire, ça c'est sûr, puisque les deux dérivés s'annulent. Donc, comme on veut tout de suite régler le cas de savoir quelle est la nature du point stationnaire, on ne va pas s'embêter, on va faire un dl. Et pour faire un dl, il faut se ramener en 0. Donc, je vais poser u égale pi moins t, et je vais regarder comment écrire x de t en fonction de u. Donc, x de t, c'est tangente, donc t vaut pi moins u. Donc, ça vous fera tangente de pi moins u moins, c'était moins sinus ou plus sinus de pi moins u. Et ça, je vais développer. Hop, attendez 2 secondes. On me pose une question. Bien. Donc, tout ça, vous l'exprimez en fonction de u. Tangente pi moins u, ça fait quoi tangente pi moins u? Aidez-moi. Ça doit faire moins tangente u. Et ça fait plus sinus u. Voilà. Et là, vous faites un petit dl d'ordre 3 de tangente et de sinus. Alors, tangente, vous vous rappelez du dl de tangente à l'ordre 3? Tangente, ça doit être u plus u cube sur 3 de mémoire. Je ne suis même pas sûr. Enfin bon. Je vous rappelle, si vous ne vous rappelez pas de dl de tangente, vous écrivez ça. La dérivée de tangente, c'est 1 plus tangente carré. Donc, la dérivée de tangente, ça commence par 1 plus t carré plus etc. Donc, j'intègre. Donc, t plus t cube sur 3. Hop, ça marche. C'est ça. Donc, ça commence par ça. Je n'ai pas besoin d'en avoir plus. Sinus, c'est u moins u cube sur factoriel 3, donc c'est sur 6. Et tout ça plus un petit taux de u3. D'accord, vous voyez là? Donc, vous voyez, donc c'est pas très difficile. Si on a vraiment les bons réflexes tout de suite, de se ramener en 0 pour pouvoir faire des dl. Vous voyez que les u s'en vont. Ça, c'est normal puisqu'on a un point stationnaire. X' de pi, ça valait 0. Donc, c'est normal qu'on n'ait pas de terme en u. Et, alors comme c'est impair, en plus, on a un terme en u cube. Donc, ici, c'est moins un tiers, moins un sixième. Donc, ça va être un nombre négatif. Bon, ça, on s'en fiche un peu. Combien ça fait? Moins un tiers, moins un sixième, moins 2 sixièmes, moins un sixième, moins 3 sixièmes, moins un demi. Donc, ça fait moins un demi de u cube plus un petit taux de u cube. Voilà. Donc, ça, c'est votre dl de x en pi. Vous faites la même chose pour y. Alors, y, ça va être un peu plus simple, puisque y de t, c'est 1 sur cosinus de t. T, je le remplace par pi moins u. Et ça fait 1 sur moins cosinus de u. Donc, ça fait moins 1 sur, mon u il est au voisinage de 0, donc 1 moins u carré sur 2 plus un petit taux de u cube. Et hop, j'applique mon petit dl. Donc ici, ça devrait me donner du 1 plus, et qu'à cause du moins, ça devrait me faire moins 1 plus u carré sur 2 plus un petit taux de u carré. D'accord? Donc ça, c'est mon y. Bon, j'ai mis du t, j'ai mis du u, c'est pas très cohérent tout ça. Mais là, u, si vous voulez, vous pouvez le remplacer par pi moins t. Et vous avez votre dl au voisinage de
de pi. Mais maintenant, ce qui compte, c'est qu'est-ce que j'en déduis. Alors, je ne vais pas vous refaire la même chose que tout à l'heure, mais là, vous voyez que vous avez un terme en u carré. Donc, ça veut dire que vous aurez un vecteur dérivé seconde qui ne sera pas nul. Là, vous avez du y seconde ici. Donc, p égale 2. Lui, il n'a pas de terme en u carré. Donc, vous aurez un vecteur v2 qui sera plutôt de cette forme-là, puisque x seconde, il n'a pas de terme, alors qu'y, il en a. Donc, ici, c'est du 0,1. Alors, c'est même du 0, c'est 0,1 ou c'est 0,1? Il me semble que c'est plutôt 0,1. Oui, parce que là, oui, il y a le moins. Donc, en fait, c'est un moins ici. À cause des moins et moins. Donc, c'est plutôt 0,1. Et ça, c'est important, vous allez voir après dans le dessin. Et puis, on a Q égale 3. Puisque ici, on a un terme en cube et pas là. C'est-à-dire que V3, il serait plutôt comme ça. Et donc, c'est moins 1,5 d'ailleurs, 0, et qui est clairement pas collinaire à V2. Donc, on a un point de rebroussement de première espèce. Encore une fois, c'est souvent le cas, un point de rebroussement de première espèce dans les points stationnaires. Donc, ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, qui va prendre aussi un petit peu de temps, c'est la branche infinie. D'accord? Mais vous voyez bien que, en fait, alors ce qu'il faut bien connaître, c'est ces méthodes-là, hein, pourquoi est-ce qu'on fait ça, etc. Mais après, c'est l'utilisation des outils mathématiques qui sont à notre portée, les développements limités essentiellement. Et vous allez voir que pour les branches infinies, je vais encore faire du DL. Bon, et j'efface le tableau de variation. Bon, j'ai effacé ça, j'en ai plus besoin. Donc, branche infinie. Donc, la branche infinie, c'est pour t égale pi sur 2. Enfin, pi sur 2 qui est la valeur interdite. Donc là, vous faites y de t sur x de t. Les deux tendent vers l'infini, donc il n'y a pas de question à se poser. Je fais y sur x. Quand je fais y sur x, j'obtiens 1 sur cosinus t fois, mon x, il est le dénominateur, x, je vous rappelle, c'est tangente. Donc tangente, c'est sinus sur cosinus, plus sinus. Et donc quand vous développez tout ça, il se passe une chose très sympathique, c'est que le cosinus, il s'en va avec celui-là, qui posait problème. Donc il me reste un sinus t plus un cosinus t sinus t. Donc on voit tout de suite, donc ça s'obtient très très facilement, que ça tend vers 1 quand t tend vers pi sur 2. Le cosinus, il continue à tendre vers 0, hein, mais là, il y a le sinus qui est tout seul, donc il tend vers 1. Donc, on a un début de direction asymptotique qui serait la droite y égale x. Bon, le point stationnaire, je peux l'effacer. Et là, ce n'est pas fini. Maintenant, il faut faire y de t moins 1 fois x de t. Voilà. Alors ça se calcule, je vous laisse, enfin, j'ai fait quelques petits calculs, enfin, voilà, et donc là on a moins sinus t, donc celui-ci ne pose aucun problème, hein. Quand t tend vers pi sur 2, ça tend vers moins 1. Ça, si vous regardez, c'est du 0 sur 0. 1 moins sinus t, ça tend vers 0, cosinus t, ça tend vers 0. Donc on a du 0 sur 0, il faut lever cette indétermination. Donc soit on essaye de faire des petites formules trigo, mais là j'en ai pas vu. Ou alors on ne s'embête pas, on fait un DL. Donc comme on cherche une limite en pi sur 2, donc on fait un changement de variable, u égale pi sur 2 moins t, et on transforme tout ça. Donc ça va s'écrire 1 moins, donc t vaut pi sur 2 moins u, donc ça va s'écrire cosinus u sur sinus u. Fameuse formule, hein, pi sur 2 moins t, vous savez que ça transforme cosinus en sinus, etc. Bon, ici, vous pouvez l'écrire aussi en cosinus, là, parce que autant tout mettre en u. Et là, vous faites un DL. Donc, 1 moins u carré sur 2, plus un petit taux de u carré, sur u plus un petit taux de u, ça devrait suffire. Moins 1, etc. Enfin bon, on peut faire le DL là aussi, hein. Moins 1 plus un petit taux de u. Voilà. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Là, il va se passer des choses sympathiques, hein. Les 1 s'en vont. Vous allez avoir un u carré sur 2 divisé par u, hop,
ça va tendre vers 0, tout ça. Et donc, il y a ce moins 1 qui va rester tout seul. Donc, on trouve que y de t moins x de t tend vers moins 1. Alors que j'ai des choses qui se cassent les figures. Il faut pousser mon truc. Voilà. Hop. Bien, voilà. Donc, on a une belle asymptote. Alors, ça suffit presque pas à ça, hein, parce qu'après, ce qui serait bien, c'est de connaître la position par rapport à l'asymptote. Mais bon, je vous épargne les calculs supplémentaires. En fait, la position, il faut aller un peu plus loin dans le DL ici. Quoi qu'on y est quasiment là. Oui, parce que là, on a un plus U. Ah oui, si, c'est bon. Là. Les 1 s'en vont. Là, ça fait un plus U carré. Donc, plus, ça fait un petit taux. Ça doit faire un moins 1. Donc, normalement, on doit trouver comme DL ici. Moins 1. Le moins 1, c'est celui-là. Hein. Et là, on a plus U, plus un petit taux de U. Et ce U-là, ça vous donne, si U est positif, on est au-dessus de l'asymptote. Quand U est négatif, on est en dessous. Et donc, U, c'est pi sur 2 moins T. Donc, ça dépend si T est plus grand que pi sur 2 ou plus petit que pi sur 2. Donc, grâce à ça, on a quand même la position par rapport à ça. Bien. Et donc là, on termine maintenant par la courbe. Alors, je vais vous la faire un petit peu et après, je vous montrerai un petit résultat Python. Là, on a tout hein, pour la faire. On a la nature du point stationnaire, etc. etc. Alors, donc, on a un premier point ici qui était le point de paramètre 0. On a x qui vaut 0, y qui vaut 1. Donc, on est ici. En ce point-là, x' il vaut 2, y' il vaut 0. Donc, on a une tangente. Comme y' est nul mais pas x', on a une tangente horizontale. Ensuite, on a l'asymptote qui vaut y égale x moins 1. Donc, cette asymptote, si je la trace, quand x égale à 0, ça vaut moins 1. Quand x égale à 1, ça vaut 0. Donc, on a une asymptote qui fait ça. Par symétrie, hein, on a une symétrie par rapport à y, on aura la symétrie de cette asymptote. Et maintenant, je regarde mon tableau de variation. Donc, tableau de variation, je suis ici en paramètre t égale à 0. Que fait x? Ben, x, il croît. X, quand t varie entre 0 et pi sur 2, x, il varie de 0 à l'infini. Donc, hop, on va partir vers l'infini, c'est-à-dire vers notre asymptote. Y, il fait la même chose. Il croît et il va aller vers l'infini. Et alors, quand je suis plus petit que pi sur 2, mon pi sur 2 moins t va être positif. Donc, je vais être au-dessus de l'asymptote ici. Mon u qui est là, tout en bas, il est positif. Donc, c'est assez logique d'ailleurs. Donc, je vais avoir quelque chose qui fait ça. Par symétrie, j'aurai ça. Et ensuite, donc là, j'ai tout de suite fait la symétrie, mais je n'aurais pas dû la faire tout de suite. Hein. Ça, c'est quand t est négatif, donc on oublie. Je continue. Donc, après, je regarde t qui est en pi sur 2, mais au-dessus de pi sur 2. Donc, au-dessus de pi sur 2, on est en moins l'infini. Donc, je ne vais peut-être pas regarder ça tout de suite, je vais regarder pi. Donc, le point de paramètre pi, c'est 0 moins 1, donc c'est celui-ci. Et là, j'ai un vecteur 0 moins 1. Le fameux vecteur V2 que je vous ai dit tout à l'heure, il est tourné vers le bas. Et donc là, que fait x et y quand je suis ici? Alors, x et y, ils viennent tous les deux de moins l'infini et ils vont vers ce point-là, qui est un point stationnaire. Donc, en fait, on est dans cette partie-là du plan et on va vers ce point-là. Donc, ce point-là, comme c'est un point stationnaire, on a quelque chose qui est comme ça. Et après, on va se diriger vers l'asymptote. Donc, a priori, ça devrait être comme ça. Bon, parce qu'on est au-dessus, en dessous. Donc là, il faut regarder le signe de U. On va être en dessous parce que comme U est négatif ici. Et après, vous avez la même chose par symétrie de ce côté-là. Voilà. Voilà une jolie petite courbe paramétrée. Non? Bon, j'ai un peu exagéré le point de rebroussement ici, mais c'est pour bien vous montrer la nature de ce point-là. Alors, ça fait. Du coup, là, on a de la concavité qui change. Alors, autrefois, on étudiait même la concavité. Là, vous voyez, la courbe, elle est comme ça, et puis là, elle change. Donc là, il y a un point où il y a un changement de concavité. Il y avait des formules. C'était monstrueux. On en faisait trop. Alors, hop, un petit partage là.
il est où? Alors, attendez, il faut que je l'ouvre. Hop, on va terminer là-dessus. Je sais plus. Alors, est-ce que c'est la bonne courbe, ça? Non. Ah, ça, c'est la première. Ouais, je la ferai après. Donc, celle-ci, c'est celle que j'ai. Voilà, j'ai demandé à Python de tracer. Alors, bon, il y a peut-être eu des petits soucis au début, parfois vous en fichez de ça. Donc, je vous explique ce que j'ai fait. Comme vous avez des valeurs interdites hein, qui sont pi sur 2, modulo pi. Donc, pour Python, il est clair que ces valeurs-là, il ne faut absolument pas les prendre. Alors, je vais demander de tracer la courbe d'abord entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc, ici, mon ensemble grand T, c'est mon ensemble de paramètres. D'accord? Et donc, K, c'est un paramètre qui varie dans l'intervalle 0,99, là. Donc, range 100. Et donc, moins pi sur 2 plus pi fois K plus 1 sur 100. Là, vous avez un intervalle qui est en gros moins pi sur 2, pi sur 2. J'ai mis K plus 1, comme ça, quand K égale à 0, je ne tombe pas sur moins pi sur 2, qui est une valeur interdite. Hein, je rajoute un petit chouïa. Et comme K, il s'arrête à 99, on n'atteindra pas non plus la valeur pi sur 2. Ensuite, je trace ma liste d'abscisses. Donc, tangente T plus sinus T, quand T varie dans cette liste de paramètres. Je trace ma liste d'ordonnées, 1 sur cos T. Hop, hop, hop. Et là, évidemment, qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que je vais être capable de faire l'opération inverse? Évidemment, non. Alors, attendez, je fais ça. Voilà. Donc, j'ai 1 sur cos T. Et donc, ça, c'était pour entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Mais si je fais ça, vous n'aurez que le dessus de la courbe. Et donc, j'ai redéfini un nouveau intervalle de paramètres. Et donc, cet intervalle-là, U, c'est entre pi sur 2 et 3 pi sur 2. Du coup, avec tout ça, j'aurai un intervalle d'amplitude de pi. Donc, j'ai refait pareil, un nouvel intervalle U, des nouvelles abscisses, de nouvelles ordonnées, et j'ai ploté les deux. Et puis, je me suis aussi amusé à tracer l'asymptote. Alors, j'en ai tracé qu'une, hein, je n'ai pas fait l'autre par symétrie. Et alors, est-ce qu'elle est quelque part, cette courbe-là? Elle est nulle part, j'ai dû l'effacer. Non, c'est pas grave. Bon, allez, hop. Alors, attendez, je referme ça. Je ne sais plus faire. Attendez, parce que j'ai ouvert plein de trucs là. Voilà. Ah mais non, mais qu'est-ce que je fais là? Pas ça. Bon, hop, alors je vais essayer de le lancer, on va voir si ça marche. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah bon. Bon, étoile. Il est où? Ah, il est là. Donc on va voir si je peux vous le partager. Vous la voyez la courbe là? Non? Vous êtes là? Vous êtes tous partis? Non, c'est bon, voilà la courbe. Voilà, donc vous voyez bien en bleu, vous voyez l'asymptote en rouge. Oui, oui. Et puis en vert, c'est moins joli que ce que je vous ai fait sur le dessin. Je ne sais pas si on voit bien le changement de concavité. Là, le point de rebroussement, il n'est pas très net. Hein. Si un élève me fait ça, moi, je trouve que c'est pas bon. Voilà. Donc, vous savez tracer des courbes en Python, j'imagine. Donc ça, c'est les courbes paramétrées. Hein. Les courbes paramétrées en Python. Bah, on est vraiment dans l'esprit des courbes paramétrées. C'est-à-dire, on a un paramètre qu'on met dans une liste, hein, grand T. Donc ici, j'ai mon paramètre que j'ai appelé petit t après, là, qui prend toutes les valeurs donc, de cette liste.
Et ce paramètre, je l'applique à x de t, y de t pour avoir mes abscisses et mes ordonnées. Donc, x et y, c'est vos deux listes d'abscisses et d'ordonnées. Il n'y a plus qu'à les plotter ici. Et hop, vous avez la courbe.